Bienvenue, nous sommes toujours ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour l'actualité. À la une ce soir, le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui, mercredi 17 juillet, à destination de la France. Des dirigeants d'entreprises allemandes en mission de prospection en Côte d'Ivoire ont été reçus par le chef du gouvernement. Avec Robert Begré-Mombé, il a été question des opportunités d'investissement, également de partenariat dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Une délégation ivoirienne du ministère des Affaires étrangères s'est rendue au Libéria. Elle a procédé à la remise officielle de 280 passeports ivoiriens à des ex-réfugiés ivoiriens désormais basés au Libéria et jusque-là sans document administratif valide. Et puis en France, la Seine est suffisamment propre pour accueillir les épreuves de natation en plein air aux Jeux Olympiques de Paris. La maire de la ville, Anne Hidalgo, s'y est baignée ce mercredi pour assurer de la bonne qualité de l'eau. Bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce mercredi 17 juillet pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport par le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro et la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré Koné. En fin de journée, hier mardi, le président Alassane Ouattara a reçu la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne. Les deux personnalités ont évoqué des questions de coopération bilatérale, également l'actualité sous-régionale et internationale. L'Allemagne se dit prête à renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire dans le domaine économique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et également contre les changements climatiques. Mahama Traoré. C'est de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville que la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne a rallié la résidence du chef de l'État à Abidjan-Cocody. Ce séjour de 24 heures qu'elle effectue à Abidjan est une nouvelle opportunité de renforcer le partenariat ivoiro-allemand déjà solide. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire bénéficie du Compact with Africa, ce programme lancé en 2017 lors de la présidence allemande du G20 afin de promouvoir l'investissement privé en Afrique. L'Allemagne est prête à intensifier cette dynamique. Pour preuve, Annalena Baerbock est venue à Abidjan avec une délégation d'hommes d'affaires allemands. Wie wir in den letzten Monaten und vor allen Jahren gesehen haben, eine starke Performance zeigt Côte d'Ivoire. Nous l'avons également constaté ces dernières années. La Côte d'Ivoire fait preuve d'une performance très impressionnante, pas seulement dans le domaine du foot. Après de longues années de guerre civile, les Ivoiriennes et Ivoiriens ont créé une démocratie stable. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de l'une des économies les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest, bien que les défis en matière de pauvreté et de chômage de jeunes persistent, et bien évidemment nous en avons également parlé. Donc ce développement jeune, dynamique, fait également en sorte que nous ne soyons pas surpris que le nombre des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire a été multiplié par 3 en 3 ans. Donc nous sommes, pour cela on a besoin d'une infrastructure fiable, c'est important, et nous sommes en étroit échange en la matière, surtout au niveau de l'Union européenne. Vous savez que l'Allemagne est active au niveau mondial en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. Aussi ici en Côte d'Ivoire, l'Allemagne et l'Union européenne ont pu soutenir la mise en place de la première grande centrale solaire à Bundiali et c'était donc une contribution importante, pas seulement pour la protection climatique et pour la réduction des émissions CO2, mais aussi pour l'électrification ici dans le pays. Nous allons continuer avec cette coopération en matière d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Faire plus pour sauver le climat, une cause que la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont en partage, de même que la résolution des crises en Ukraine, au Proche-Orient et dans la sous-région ouest africaine. Je voudrais dire à quel point nous nous sommes attachés à faire des investissements dans ce domaine, notamment en matière d'énergie solaire. J'ai demandé à Madame si nous pouvions avoir encore plus d'investissements
du secteur privé. Et récemment, la centrale solaire de Bundiali a été inaugurée. J'ai demandé qu'il y en ait plusieurs autres pour notre pays. Et en matière de relations régionales, bien évidemment, j'ai expliqué à Madame la ministre des Affaires étrangères nos préoccupations quant aux voisins, certains de nos voisins où il y a quand même des attaques terroristes, la préoccupation pour les populations de ces pays, et également dire que, bien évidemment, nous souhaitons que ces pays soient aidés dans la mesure du possible, au plan humanitaire, car les populations en ont besoin. Et nous avons évoqué aussi les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, surtout à la frontière nord. Comme vous le savez, nous recevons déjà plus de 60 000 réfugiés du Burkina, et ceci est un poids pour l'économie ivoirienne. Et nous sommes pour la liberté, pour la démocratie, pour l'État de droit. Nous pensons que c'est dans un climat de paix que tout cela peut évoluer. Et la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tout ce qui est promotion de la paix. Et nous souhaitons également continuer d'avoir ces excellentes relations avec l'Allemagne. Annalena Baerbock achève ainsi une tournée ouest-africaine. Avant la Côte d'Ivoire, elle était au Sénégal. Au cours de ce séjour ivoirien, la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne a conduit une délégation d'entreprises en mission de prospection. Elle a rencontré le chef du gouvernement et avec Robert Begré-Mombé, il a été question des opportunités d'investissement et aussi de partenariat dans plusieurs secteurs d'activité. Aboulaye Koné. C'est une séance de travail qui permettra d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans notre pays. Cette délégation d'investisseurs allemands a rencontré mardi le Premier ministre Robert Begré-Mombé. C'est très important, je pense, pour nous d'avoir la possibilité de travailler avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de possibilités qu'on a discutées. Il y a des projets très intéressants et on a trouvé déjà un terrain très important ensemble dans lequel on peut travailler pour le futur, pour trouver des projets intéressants et très concrets et spécifiques pour créer des entreprises, aussi peut-être des collaborations dans des terrains importants pour la Côte d'Ivoire. Les secteurs visés sont entre autres l'agriculture, la santé, la formation des jeunes et les énergies renouvelables. La rencontre intervient en marge de la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, en Côte d'Ivoire, dans l'optique de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. C'est la fin de la conférence sur le financement durable de la vaccination. Une dizaine de ministres de la Santé se sont réunis à Abidjan afin de partager leurs expériences et aussi travailler sur le redimensionnement du financement. Au terme des travaux, 9 pays se sont engagés à renforcer leurs capacités stratégiques et financières pour pouvoir accroître le taux de couverture vaccinale. Jean-Marc Djadji. Fin des réflexions et place aux recommandations sur la transition de soutien de Gavi vers un financement durable de la vaccination en Afrique. Les défis restent les mêmes pour les ministres africains de la Santé et des Finances. Élargir les programmes nationaux de vaccination, maintenir une couverture vaccinale et soutenir l'introduction des nouveaux vaccins. La déclaration d'Abidjan est l'illustration de leur résolution pour un retrait progressif de Gavi. Je pars rassurée, satisfaite parce que aussi les leaderships en place ici en Côte d'Ivoire favorisera la transition vers une bonne politique de Gavi. Et ce que nous visons une transformation qui va perdurer dans le temps. Et les résolutions qui ont été prises ici seront suivies et nous allons nous assurer de pouvoir voir les résultats de tous ces travaux-là. De 2001 à ce jour, l'on enregistre plus de 12 milliards de francs CFA mobilisés en Côte d'Ivoire pour la vaccination. Pour le ministre ivoirien de la Santé, accroître les investissements est une option nécessaire. Dans la déclaration qui a été lue, on a tenu compte du niveau spécifique de chaque pays, des conditions économiques, des conditions politiques
pour pouvoir adapter donc le plan de sortie qui soit donc le plus viable possible. Et je crois qu'avec toutes les mesures prises et le comité qu'on va mettre en place au niveau sous-régional et au niveau de l'Afrique pour surveiller cette sortie, je pense que nous allons minimiser les risques. L'adoption de la déclaration d'Abidjan à l'issue de cette conférence ministérielle est une opportunité pour les 8 pays participants pour accélérer leur phase de sortie de Gavi d'ici 2030. Dans le domaine de la protection sociale aussi, la Côte d'Ivoire fait des progrès importants. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est en Indonésie. Adama Kamara y prend des bonnes pratiques qui font le succès du système sanitaire dans ce pays, qui est présenté aujourd'hui comme un modèle de réussite en la matière. Nous y retrouvons nos envoyés spéciaux Adam Sangaré et Serge Colère. Avec plus de 220 millions d'assurés à la couverture sanitaire universelle, soit 82% de la population, l'Indonésie représente l'un des plus grands régimes d'assurance maladie au monde. Le gouvernement impose la participation à cette assurance financée par une combinaison de ressources publiques et privées. L'objectif est de rendre gratuit l'accès aux soins médicaux de base pour tous les citoyens. C'est pour mieux s'en imprégner, afin d'en tirer le meilleur profit, que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, conduit cette mission en Indonésie, après un premier voyage d'immersion en Thaïlande. Au programme, visite d'établissements sanitaires publics et privés, réunions techniques et présentation du dispositif. C'est quasiment la totalité de la population indonésienne est couverte maintenant par la sécurité sociale. Donc, les soins sont entièrement gratuits pour eux. Tous ont droit à des soins et en particulier ici dans cet hôpital à des soins de première urgence. La délégation ivoirienne s'est aussi rendue dans les locaux de l'assurance santé universelle de l'Indonésie. C'est l'équivalent de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et les équipes du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont pu se rendre compte du dispositif après une présentation détaillée. Le centre de commandement de toutes les opérations d'assurance santé universelle a été également visité. Nous avons appris beaucoup de choses qui nous permettront en rentrant de rendre compte d'abord à notre hiérarchie et ensuite tout ce retour d'expérience positive que nous pouvons utiliser pour améliorer la couverture maladie universelle qui est aujourd'hui dans notre pays une réalité, soit encore davantage dynamique. À partir des modèles thaïlandais et indonésiens, il s'agira pour la délégation ivoirienne de prendre bonne note des dispositions, des outils et des stratégies efficaces à développer en Côte d'Ivoire. L'équipe va élaborer à l'issue de cette mission un rapport détaillé des bonnes pratiques et faire des recommandations concrètes au gouvernement. De l'Indonésie, nous prenons la direction du Maroc. Le drapeau ivoirien y a flotté lors de la 11e édition de la cérémonie de distinction du prix international panafricain des leaders PADEL. Une trentaine de managers, entrepreneurs et leaders africains ont vu leur excellence célébrée par la Fondation Nov-Afrique. La Côte d'Ivoire en ressort avec une vingtaine de prix. Sephora Zegui, Barnabé Conan. Jules Conan, entrepreneur ivoirien, exerçant dans le BTP, est le grand vainqueur du prix international panafricain des leaders PADEL à Casablanca au Maroc. Jules repart avec le grand prix PADEL Diamant, un prix à travers lequel la Fondation Nov-Afrique met en lumière les acteurs du développement de l'Afrique. Ce prix est le résultat de ce que notre président a entamé en Côte d'Ivoire, qui est de créer des champions nationaux qui vont rivaliser avec l'international. Nommé Ledji Dibi, cet autre Ivoirien exerçant dans l'industrie du caoutchouc naturel, s'arrache le saphir. Ce prix est pour lui le résultat de la politique de promotion de l'entrepreneuriat ivoirien initiée par le président de la République. Il faut reconnaître que l'environnement ivoirien aujourd'hui est propice au développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aidé au développement des champions nationaux. Donc sur cet élan, on a travaillé dur comme il faut, on s'est organisé et aujourd'hui, on fait la fierté de la Côte d'Ivoire dans cette distinction africaine.
La Côte d'Ivoire, mais également le Burkina Faso, la Guinée et le Maroc, entre autres, ont brillé à cette 12e édition du PADEL à Casablanca. Parce qu'aujourd'hui, par ce canal-là, nous arrivons quand même à présenter les performances de l'habituel. Et je voudrais d'abord même dire merci aux organisateurs qui ont pensé à nous. Le prix PADEL a pour objectif de faire des fils et filles d'Afrique des modèles et récompenser leur politique managériale à l'international. Le prix PADEL, c'est pour honorifier des opérateurs économiques, politiciens, sportifs, diplomates qui ont laissé leur empreinte pour le bien-être du continent africain. Notre objectif primordial, c'est de motiver les gens, puis d'encourager les gens et de les primer quand même. Lorsqu'il y a quelqu'un qui fait des efforts pour notre continent, il mérite d'être honorifié. Chaque année, ce prix est décerné aux personnes physiques et morales qui, par la qualité de leur travail, dans tous les secteurs d'activité et de la vie sociale, se positionnent comme de véritables artisans de développement. Le prix international panafricain des leaders PADEL se révèle de plus en plus comme un baromètre du travail, à la fois quantitatif et qualitatif, depuis 2013, date de sa création. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a un nouveau directeur général par intérim depuis le 11 juillet dernier. 6 jours après sa prise de fonction officielle, Jean-Martial Adou a rencontré cet après-midi les agents de la Maison Bleue. De nombreux points sensibles ont été évoqués et le directeur général par intérim a répondu sans faux fuyant. Il a aussi donné sa vision. Je sais qu'un environnement libéralisé n'est pas du tout comparable à un environnement de monopole. Dès cet instant, il y a des mesures que chaque entreprise qui opère dans ce nouvel environnement doit prendre. La RTI devait s'adapter à ce nouvel environnement, prendre des mesures idoines, disons, pour faire face à la concurrence. La RTI a ce devoir si la RTI veut continuer à vivre. Et ma mission à moi, c'est de faire en sorte que ce choc que nous avons connu, le choc de la libéralisation, le choc du passage au numérique, le choc de la profusion d'informations et de la libéralisation même, disons, de l'information, le choc de la scission de la RTI soit maîtrisé et que la Maison Bleue se porte mieux. Ici, plus qu'ailleurs, on a des professionnels. Il n'y a aucune raison qu'on ne tienne pas le choc. Ce qui nous reste à faire, c'est de travailler ensemble, mettre toutes ces intelligences ensemble pour aller plus loin. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. C'est ma mission. Faire en sorte que cette maison garde sa grandeur, elle soit encore plus efficace. Le modèle économique de la RTI, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, date de 30 ans, 1994. Vous imaginez avec la redevance. 30 années après, vous êtes tous d'accord avec moi que ce modèle-là a besoin d'être évalué et adapté au nouvel environnement. Dans le domaine de la défense, l'amphithéâtre de l'Académie des forces armées AFA de Zombacro a accueilli la cérémonie de remise de brevets aux auditeurs du 5e cours d'études supérieures de défense. Après 10 mois, 22 auditeurs, des officiers, reçoivent leur parchemin et en signe de fin de formation des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et demain, 18 juillet, l'AFA va abriter la cérémonie de baptême de la 55e promotion d'élèves officiers d'active de première année, couplée à la remise d'épaulettes de médecins, lieutenants et de sous-officiers et de sous-lieutenants de la promotion Fierté. À la veille de ce double événement, nous vous proposons une journée type d'entraînement au sein de cette académie d'élite. Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. 5 heures du matin. C'est le réveil à l'Académie des forces armées AFA de Zombacro. Réveil quand même matinal! Réveillez-vous quand vous à Concourville.
S'ensuit le rangement des dortoirs et le nettoyage des lieux. La discipline et la propreté doivent être respectées. Après ce constat, place à l'exercice physique. L'objectif est de développer l'endurance, la force et l'agilité. Les cours académiques prennent en compte des matières telles que les sciences militaires, l'histoire, les mathématiques et les langues étrangères. L'Académie des Forces armées a pour mission d'assurer la formation initiale et continue des officiers des armées. Nos jeunes sont recrutés par voie de concours. Il existe deux voies. La voie directe qui concerne les personnes titulaires de la licence ou du master. Et à cette catégorie, on peut ajouter les personnels du domaine médical, qui sont les médecins et les pharmaciens, qui viennent ici pour un an de formation. Au terme de cette année de formation, ils en sortent lieutenant. Il y a la voie semi-directe également, qui concerne nos meilleurs sous-officiers, ceux qui présentent des aptitudes à être officiers. Nous leur donnons la possibilité de passer le concours et intégrer la catégorie des officiers. Au niveau de la formation tactique, des sessions sont conçues pour préparer les futurs officiers à des situations réelles de combat. L'instruction que nos différents élèves reçoivent au sein de cette école, c'est un ensemble d'instructions basées sur les connaissances en matière de savoir-faire et de savoir-être nécessaires pour pouvoir mener à bien leur mission sur le terrain. Nous sommes à la zone d'instruction opérationnelle multiple, qui est un prolongement de l'Académie des Forces armées, un centre aménagé pour pouvoir mettre en application tout ce qui est cours théorique appris en salle. Ici, vous pouvez voir un groupe d'élèves, notamment ceux de la deuxième année. Après avoir reçu le cours d'instruction sur le tir en salle, après avoir aussi effectué des essais de tir à plomb, ils se retrouvent aujourd'hui ce matin pour pouvoir mettre en application les instructions reçues pour tirer à balles réelles sur des cibles. L'Académie des Forces armées, AFA de Zambakro, c'est aussi et surtout une formation spécialisée. Selon les branches, armée de terre, de l'air ou de mer. Le programme de formation nous amène à être polyvalent, c'est-à-dire on a des notions sur la terre, sur la mer et même dans les airs avec le SOPARA. Donc on peut dire que la formation est assez complète. Le régime école militaire est différent de celui que nous avons connu à l'université. Mais à l'heure actuelle, nous pouvons dire que nous sommes bien adaptés, nous sommes bien acclimatés au monde militaire et que pour le reste, ça suivra. La Côte d'Ivoire est vraiment le pays de l'hospitalité. À travers mes promos, j'ai trouvé une nouvelle famille. Les cours sont conçus pour développer la pensée critique et les compétences décisionnelles des stagiaires. En outre, ils doivent comprendre les principes du commandement et être capables d'agir de sorte à faire face donc, aux différentes situations complexes qu'ils rencontreront dans le métier des armes. Les après-midi sont réservés aux activités sportives et récréatives. Ces activités occupent une place importante dans le programme pour le bien-être des militaires. 17, 18, 19, 20. À l'Académie des Forces armées AFA de Zambakro, la journée se termine à 22 h par le coucher. Il faut bien se reposer pour être en forme le jour suivant. Située à environ une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro, l'Académie est prête pour accueillir le jeudi 18 juillet 2024 la cérémonie de baptême de la 55e promotion d'élèves actifs de première année et de remise d'épaulettes de médecins lieutenants et de sous-lieutenants de la promotion Fierté. Nous lançons un appel à toute la population, à tous les militaires, à tous les gendarmes, les familles de nos stagiaires qui sont ici, à venir massivement nous soutenir. Et depuis quelques années, l'Académie des Forces armées élargit l'éventail des pays partenaires qui envoient les stagiaires dans nos écoles. Cette année, elle s'est ouverte aux pays de l'Afrique de l'Est. Et nous, dans nos projets, nous espérons accueillir les pays d'expression anglaise pour en faire véritablement une école africaine. Pour les jeunes qui hésitent à intégrer les armées, je pense qu'il y a une vraie aventure humaine
à intégrer les forces armées et la Côte d'Ivoire a besoin de toutes les compétences, tous les bras valides de ce pays pour venir assurer la sécurité et la défense de la nation. Créée en 2020, en remplacement de l'école des forces armées EFA, l'Académie des forces armées AFA de Zambakro veut s'imposer avec une nouvelle approche, à savoir la formation des chefs militaires aptes à répondre aux nouveaux enjeux sécuritaires. On s'intéresse à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Une délégation ivoirienne du ministère des Affaires étrangères a séjourné au Libéria, plus précisément à Monrovia. 280 passeports ivoiriens ont été officiellement remis à des Ivoiriens désormais basés dans ce pays, mais sans documents administratifs valides. Et c'est une première vague sur 900 Ivoiriens concernés. Éric Goré. Ces ex-réfugiés ivoiriens ont leur passeport après une décennie hors de la Côte d'Ivoire. Une nouvelle opportunité pour ces compatriotes qui décident désormais de s'établir au Libéria. Partis de la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie, ces Ivoiriens n'ont plus de documents valides. Et pourtant, vouloir s'installer au Libéria doit se faire dans les règles. L'État de Côte d'Ivoire vient donc à leur secours grâce à la politique du président Alassane Ouattara qui met au cœur l'Ivoirien tout court où qu'il soit. Une équipe du ministère des Affaires étrangères séjourne à Monrovia. La mission est conduite par l'ambassadeur Emmanuel Fiogolo, directeur de l'aide et assistance aux réfugiés et aux apatrides. La présente cérémonie est le fruit de la volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens, notamment les ex-réfugiés ivoiriens au Libéria, en vue d'octroyer des passeports biométriques aux Ivoiriens qui ont choisi de s'intégrer durablement au Libéria au terme de leur statut de réfugié. Cette première vague concerne 280 personnes. Les autres suivront. La coopération entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le HCR a bien fonctionné pour obtenir ce résultat. Et tous ceux qui ont opté pour l'intégration locale sont tous contents, sont tous ravis des efforts que le gouvernement ivoirien fait pour nous qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire. Plus de 600 autres Ivoiriens sont en attente de leur passeport biométrique délivré gratuitement. La mission du ministère des Affaires étrangères à Monrovia rassure que cela suffira dans un bref délai. L'Office national de l'assainissement et du drainage procède à la formation des opérateurs de vidange. C'est la 3e formation du genre et elle s'inscrit dans la promotion de l'accès aux services d'assainissement autonome en milieu urbain. Grâce Crando. L'assainissement non collectif est le plus répandu et le district d'Abidjan ne fait pas exception. L'assainissement, c'est le type de déchets liquides que nous avons, que nous produisons à domicile, qui doivent être collectés, traités et rendus à la nature, par 2 modes principalement. Le mode collectif et le mode non collectif. Dans notre pays, il y a globalement au plan national 80% de nos ménages qui sont concernés par ce système d'assainissement. Nous n'avons que des fosses septiques à domicile. Et le mode collectif, c'est des canalisations souterraines qui, collectivement, transportent ces déchets liquides jusqu'à leur traitement. Dans cette filière de transport et de dépotage, les vidangeurs jouent un rôle très important. Pour améliorer la qualité des services d'assainissement, l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD renforce les capacités des opérateurs de vidange. C'est vraiment un offre de soulagement. On est demandé que ça, c'est-à-dire une synergie d'action entre les acteurs de vidange et l'ONAD. Les acteurs de vidange sont un maillon essentiel dans la professionnalisation de ces secteurs-là. Donc c'est ensemble que vraiment on pourra arriver à atteindre nos objectifs. L'État va se doter de 33 stations de traitement de vidange dans nos régions. Aujourd'hui, il y a certaines qui sont disponibles. Lorsque vous êtes professionnel, vous essayez de vous projeter dans l'avenir. Plus vous serez prêt, vous serez formé, vous serez des professionnels, vous serez en compétition pour la délégation de ces exploitations. C'est pourquoi nous tenons à ce qu'ils soient bien formés. Et il y en a eu 2 autres déjà, à Boaké, à Korogo, et aujourd'hui nous sommes à Abidjan. Une bonne gestion des eaux usées pour un cadre de vie sain, le gouvernement en fait sa préoccupation. Plusieurs réformes ont été engagées, le code de l'assainissement qui a été présenté au gouvernement. Il y a aussi la lettre de politique sectorielle. On a aussi adopté une stratégie intégrée nationale pour l'atteinte des objectifs de développement durable
en particulier l'ODD 6, qui va nous permettre de planifier les investissements d'ici 2050 en vue d'atteindre ces objectifs. Réhabilitation de postes de dépotage, construction de plusieurs stations de traitement des boues de vidange, institution d'un fonds de garantie au profit des opérateurs de vidange, autant d'activités menées par l'ONAD en vue de la professionnalisation de l'activité. On parle de formation professionnelle. L'AGEFOP a célébré la Journée mondiale des compétences, une célébration marquée par des journées portes ouvertes qui ont permis de mettre en avant les compétences des jeunes avec notamment des programmes de formation innovants. Jean-Marc Djadji. L'AGEFOP célèbre la Journée mondiale des compétences à travers des journées portes ouvertes au sein de ses locaux. Ces journées visent à inciter les jeunes à s'approprier le dispositif des programmes innovants de formation et de réinsertion professionnelle. Des formations de courte durée, par apprentissage, quel que soit le niveau et le statut. J'ai fait la formation en boucherie et après cette formation en boucherie, j'ai été insérée. La formation, elle est très importante. Il faut se faire former en tant que jeune. L'AGEFOP a décidé de concevoir et de mettre en œuvre un programme que nous avons appelé le programme national Passeport Compétences. Passeport Compétences parce que les compétences, pour nous, sont le passeport vers une insertion durable. Parce que les compétences sont le passeport vers une autonomisation et une indépendance financière. Et parce que les compétences sont également la clé, le passeport pour une migration régulière, pour éviter que nous ayons des confrères, des consoeurs qui meurent dans l'eau. Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement, tel est le thème choisi pour cette célébration, marquée par des distinctions et une signature de convention entre l'AGEFOP et le Conseil régional du Sud Comoé. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le président de la République, est l'occasion d'initier avec beaucoup plus d'engagement des actions en votre faveur. Dans ce sens, le programme jeunesse du gouvernement PJGouv a été élaboré à l'effet d'accroître significativement les actions à impact réel sur les jeunes de notre pays, conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Merci, Madame la Directrice Générale, d'avoir choisi la région du Sud Comoé pour cette phase pilote de votre projet phare, qu'est le programme national Passeport Compétences, à travers une signature de convention. Le Conseil régional du Sud Comoé s'honore d'accueillir cette initiative qui aura un impact considérable sur les jeunes en termes de professionnalisation des métiers, en termes de formation et d'insertion professionnelle. Cette activité, faite de sensibilisation et d'engagement communautaire, témoigne de la volonté des responsables de l'Agence nationale de la formation professionnelle de positionner la structure comme acteur de référence dans l'écosystème de la formation professionnelle. Sur la scène politique, le porte-parole principal du RHDP était face à la presse et aux militants. La tribune d'échange Les Rendez-vous du RHDP a permis à Kobena Kwasi Adjoumani de dresser un bilan. Il s'est également prononcé sur le découpage électoral et la gestion des entreprises publiques. Moussa Konaté. Pour ce premier numéro de la tribune d'échange Les Rendez-vous du RHDP, le porte-parole principal du parti expose sur divers sujets, notamment le découpage électoral. Depuis son accession en 2011 à la magistrature suprême, contrairement aux mensonges proférés et propagés par l'opposition, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, n'a créé que 4 nouvelles communes. La victoire du RHDP aux élections régionales et municipales n'a donc rien à voir avec un quelconque découpage électoral. Les résultats des élections municipales et régionales de 2023 n'ont en effet fait que confirmer l'ancrage territorial de notre parti. Selon Kobena Kwasi Adjoumani, le RHDP affronte l'échéance électorale de 2025 avec assurance et sérénité. La victoire du RHDP à la prochaine présidentielle relève d'une évidence mathématique. Nos performances et nos résultats au cours des plus récentes consultations électorales, 26 régions sur 31, 125 communes sur 201,
et 168 sièges sur 255 à l'Assemblée nationale. Pour le RHDP, Alassane Ouattara demeure le meilleur choix pour l'élection présidentielle prochaine. Une élection présidentielle, ce n'est pas une affaire seulement de compétences. Nous avons des cadres compétents, et ce sont ces cadres compétents autour du président Ouattara qui ont permis de réaliser tout ce qui a été réalisé. Maintenant, pour aller gagner une élection, on regarde parmi, donc dans la famille, dans l'équipe conseillée par le ministre, qui est celui qui peut le plus rassembler, fédérer tout le monde pour nous permettre de gagner et permettre donc à tous les cadres compétents d'occuper de hautes responsabilités de continuer à faire avancer le pays. Nous disons aujourd'hui que notre plus grand atout aujourd'hui, ça a été dit par le ministre, c'est le président Alassane Ouattara. Les cadres du RHDP invitent donc l'ensemble des militants au rassemblement autour du chef de l'État. Et puis, dans l'actualité internationale, en France, la Seine est suffisamment propre pour accueillir les épreuves de natation en plein air aux Jeux Olympiques de Paris. La maire de la ville, Anne Hidalgo, le patron de Paris 2024, Tony Estanguet, et le préfet d'Île-de-France, Omar Guillaume, se sont baignés dans la Seine ce mercredi. Le but, prouver que l'eau du fleuve est de bonne qualité, en tout cas suffisamment pour accueillir les épreuves de natation des Jeux Olympiques. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran sur RTI 1. Bonsoir à tous.